Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur Twitch pour The Pit Lane. Et oui, vous le voyez, je suis tout seul ce soir. Non, vous inquiétez pas, je suis pas tout seul, c'est juste que pour l'instant, je ne me suis pas encore connecté avec mes acolytes de The Pit Lane. On va aller les surprendre, vous allez voir. Je suis sûre que ça va être très drôle. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons débriefer le Grand Prix de Chine avec l'équipe qui donc ne sait pas encore qu'on est en direct et je vais leur apprendre tout de suite. Théma la réaction, on va se mettre sur la scène de base, voilà, et on va aller les accueillir. Vous allez voir, ça va être très très drôle. Bonsoir, chers chroniqueurs. Vous avez dit Alors, juste ne dites pas de bêtises parce que nous sommes déjà en direct sur Twitch. J'ai déjà salué l'audience. Je disais donc que nous sommes en direct pour débriefer le Grand Prix de Chine. Je m'étais dit que ce serait très drôle de ne pas vous informer au préalable qu'on était déjà en direct. On aurait pu continuer la plaisanterie pendant un quart d'heure. Hein. Ça aurait été très très drôle, n'est-ce Ouais, pas? mais attends, là, non, mais Et attends, donc, sans déconner. et donc, Ah, merde. soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez. Je vous présente la fine équipe du soir. Vous la connaissez, celle que je viens de prendre par surprise et ils vont me haïr pendant les 10 prochaines années. Et ils auront bien raison. Je vous demande d'accueillir Linkin. Salut Linkin. Salut Valentin, salut Valkyria, salut Rome, salut à tous, c'est ici que ça se passe. C'est vrai que c'est vraiment ici que ça se passe. Hein. En tout cas, il faut dire quelque chose, Linkin, c'est que ta position avec ce fameux coussin a fait beaucoup parler, mais beaucoup parler en bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était bien de te voir comme ça à la cool. Voilà. Ah, bah ça déjà c'est positif, mais tu pourras lui répondre que c'est aussi pour mon état de santé. Ouais, je sais bien. Tu nous l'as Il ne le raconté. fait pas par plaisir. Bah oui, évidemment. Il y a celui donc que vous venez d'entendre, qui est notre découpeur ou notre coupeur. Voilà, notre coupeur fou. On a notre clipper fou, il s'appelle Linkin. On a notre coupeur fou, il s'appelle Valky. Salut Valky. Bonsoir à tous. Bonsoir Voile, Linkin et notre ami belge Rome. Ah bah voilà, il a présenté notre troisième chroniqueur, c'est la belgitude incarnée. Lui, il dit pas 70, il dit 70. Il dit pas 80, il dit Octante. exact. Et il dit pas 90, mais il dit 90. Voilà. Alors, si jamais, bonsoir à tous, et si jamais on dit 80 aussi. Hein. Et aussi, Val, dès que tu as lancé le live, j'ai prévenu les deux autres que le live était lancé. Oh le traître. Oh le traître. On peut même plus faire de surprise maintenant. On est épiés de partout. Bon, Bienvenue en 2026. Big Brother is watching us, en fait. Big Brother nous regarde. Si ça se trouve, il y a une partie de nos conversations qui ont fuité sur Twitch et qu'à cause de ça, ça va être beau. Non, absolument pas. Non. J'ai pas été jusque-là. Simplement, quand je suis arrivée à 0, pour vous expliquer, vous le reverrez sur la rediffusion, mes chers chroniqueurs, j'ai simplement salué le public et je me suis mis en gros plan caméra sur moi-même pour commencer. Et ensuite, avant de me connecter avec vous, je me suis remis sur la scène de base sur laquelle on est habituellement et je me suis connectée. Voilà tout. Bien. Ok. Ce monstre. Une fois qu'on Allez, vous cool. a expliqué les coulisses de fabrication de cette émission, ce qui vous a fortement intéressé, j'en suis certain, mais vous n'êtes pas venu pour ça, nous allons donc ce soir débriefer le Grand Prix de Chine, deuxième manche de la saison de Formule 1. Sur le circuit de Shanghai, c'était la 18e édition de ce Grand Prix de Chine, la première de la nouvelle réglementation 2026. On va parler évidemment du vainqueur du jour, Andrea Kimi Antonelli, qui remporte son tout premier Grand Prix, mais ce sera pas le plus jeune. Il détrônera pas Max Verstappen,
Par contre, ça a été le plus jeune poleman. On vous parle de ce week-end parfait d'André Kimi-Antonelli dans quelques instants. On va aussi vous parler un peu de la renaissance d'Alpine. Vous savez que Alpine était dans les tréfonds du peloton il y a 1 an à cette même période. Et aujourd'hui, il semble avoir retrouvé de la compétitivité et de la performance. Mais pourquoi Alpine renaît ainsi de ses cendres et est-ce que ça peut continuer? C'est Rome qui nous en parlera dans quelques instants. Chez Ferrari, la bataille de pouvoir est lancée depuis 2 Grands Prix. Lewis Hamilton et Charles Leclerc se battent comme chien et chat, quitte à donner des sueurs froides à Frédéric Vasseur. Mais alors, comment tout cela va se terminer et qui, selon vous, a pris l'avantage sur l'autre? C'est Valky qui nous en parlera dans quelques instants et qui nous fera un petit point sur cette bataille de pouvoir. Chez McLaren, par contre, c'est un peu la soupe à la grimace. Les champions constructeurs en titre et ceux aussi, l'écurie qui a remporté le championnat pilote avec Lando Norris sont en difficulté. Norris n'arrive pas à performer avec cette auto et quant à Oscar Piastri, il n'a simplement pris qu'un départ sur les 3. Le seul départ de la course sprint samedi en Chine. Alors, faut-il s'inquiéter pour McLaren? On en parlera aussi ce soir et Valky sera aussi chargé de ce sujet. Et puis, un sujet que Linkin voulait absolument aborder ce soir, ou en tout cas, il a proposé aborder ce soir, c'est le sujet des problèmes dans l'hybridation. Et c'est lui qui va nous en parler dans quelques instants. En tout cas, les problèmes en termes électriques. C'est ça, Linkin? C'est plus dans le terme de la façon dont c'est exploité au niveau de la récupération, on va dire, de l'énergie et qui a provoqué notamment, on connaît par exemple le décrochage de Max Verstappen en Australie, mais on va connaître aussi un peu ce même type de cas chez Esteban Ocon quand il a eu mais ça on va y venir, l'accrochage qu'il a eu avec, je crois, Franco Colapinto, si je dis pas de bêtises. Effectivement. Voilà. Salut Capucine et salut Atlantis. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et à réagir avec nous. Voilà, commencez comme Capucine à poser des questions. On essaiera de les prendre au fur et à mesure. Ça vous va, cher chroniqueur? Ouais, d'ailleurs, C'est nickel. tout de suite. J'ai compris. Eh bien, on va commencer en introduction de ce débrief. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on vous avait parlé d'une potentielle annulation des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. Eh bien, la Formule 1 ce week-end a confirmé l'information. C'est cette image-ci. Vous le voyez, Bahreïn et l'Arabie Saoudite ne se dérouleront pas en avril et ne se dérouleront même pas du tout. C'est-à-dire qu'on serait sur une saison cette année à 22 Grands Prix au lieu de 24, ce qui va quand même être assez compliqué assez compliqué en termes pour les pilotes qui vont devoir subir une grosse coupure entre le Grand Prix du Japon dans 15 jours, un week-end du 27, 28, 29 mars et le week-end de Miami qui sera lui le week-end du 3 mai. Voilà, ils vont devoir subir 5 semaines de pause sans Grand Prix. Ça pourra permettre aux écuries peut-être d'apporter, pourquoi pas, des améliorations et de pouvoir analyser sur les 3 premiers Grands Prix ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais en tout cas, on s'y attendait, hein, on en avait déjà parlé au débrief hors série. On en a reparlé parce que l'annonce allait être imminente. Et ça y est, chers chroniqueurs, l'annonce est tombée. Pas de Grand Prix de Bahreïn. Et c'est pas la première fois hein, que le Grand Prix de Bahreïn était annulé. Souvenez-vous, c'était en 2011, je crois. Il avait été annulé à cause de tensions dans le pays de Bahreïn, tensions pétrolières notamment hein, dans le Bahreïn. Et là, c'est la guerre malheureusement au Moyen-Orient qui fait que les conditions de sécurité n'étant pas réunies pour faire un Grand Prix, eh bien, on a décidé de les annuler. En revanche, pour les fans de MotoGP, sachez que le Grand Prix du Qatar n'aura pas lieu à sa date prévue, mais il est déplacé au week-end du 8 novembre. Voilà, ce qui décalera la fin de saison, le Grand Prix du Portugal et le Grand Prix de Valence qui aura lieu les 27, 28 et 29 novembre prochains. Voilà. Bon, messieurs, on savait que ça allait arriver, mais bon, c'est le cas maintenant.
c'était logique, hein, de toute manière, il était hors de question de faire prendre des risques, hein, au paddock Circus de la F1 et puis de la F2 et de la F3 notamment, hein, n'est-ce pas, Linkin? Je commence par toi. Ben, pour être vraiment être honnête avec toi, puisque tu l'as été avec nous, j'ai envie de te dire que je m'y attendais un peu. C'est malheureux. Les conflits géopolitiques, malheureusement, aujourd'hui, c'est le récurrent de notre société. Donc, après, je trouve ça logique. Voilà. Oui, le principe de précaution a été appliqué, enfin, c'est tout à fait normal. Rome, on perd 2 circuits au calendrier. Alors un qui est un circuit qui est là depuis longtemps et un autre qui est là depuis plus récemment. Bah, ça reste quand même 2 grands prix en moins pour la F1. Donc, Alors, comment tu réagis à cette annonce, toi? déjà, je suis triste pour le Grand Prix de Sakir et tellement heureux que le circuit de Jeddah ne soit pas en F1 cette année. Mais Alors, en plus, pardon, Rome, excuse-moi, je précise quelque chose, c'est que, ironie du sort, ça aurait dû être le dernier Grand Prix avant, comment? Ça aurait dû être le Dire. dernier avant Qiddiya. Vous savez, le fameux circuit de Qiddiya en, Avec son virage Mario Kart, là, dans le vide, là. exactement, voilà. Mhm. Ça aurait dû être son dernier, Mais sa Mais dernière après, ce circuit, apparition. on n'en voit pas on n'en voit pas la forme. Il n'a même pas été commencé. Donc, est-ce que l'Arabie Saoudite a une croix sur IA pour rester à Jeddah? Parce que pour le tourisme ou parce que il est déjà existant? Ou alors, est-ce qu'ils vont le rusher dans des conditions humaines pas possibles? Je sais pas, je peux pas vous dire, j'en sais rien personnellement. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu d'image de Qiddiya, comme on n'a pas encore vu, on a vu des images de synthèse pour le Madrid, mais vous savez qu'il n'est pas encore ni homologué, ni construit, ni voilà. Ok? Il a été tracé en creusage, mais que dalle, voilà. Ouais, voilà. Et enfin, Valky, du coup, je peux terminer? Pardon, Rome, t'as pas fini, excuse-moi. Non, non, Rome, vas-y, Voilà. finis. Excuse-moi. Parce que moi, il y a quand même un truc qui me gêne. Je suis d'accord d'annuler ces 2 grands prix-là, parce qu'il y a la guerre et tout à côté du pays, et c'est malheureux. Mais pourquoi ne pas avoir annulé les 3 grands prix aux États-Unis comme on a fait avec la Russie? C'est ça qui me gêne un peu dans l'histoire. Tu connais le conflit d'intérêts? Oui, je connais, mais bon. Bah voilà, t'as ta réponse. Valky, à toi. Ah, vas-y, Valky. Pour ma part, c'est vrai que c'est dommage de ne pas aller à Bahreïn, au circuit de Sakir. Mais pour la sécurité, malheureusement, c'est nécessaire de passer et d'annuler cet événement. Par contre, Jeddah, ça fait du bien, un circuit pourri en moins. Mm. On rappelle que ces grands prix ne Mm. seront pas remplacés parce qu'un temps, on avait évoqué un remplacement de ces 2 grands prix par d'autres manches, mais c'est trop compliqué en termes d'organisation tardive pour les grands prix d'essayer de remplir des billetteries, faire Parce que voyager oui, voilà, parce qu'il y a toutes les conditions logistiques qui ne pouvaient pas être remplies. Voilà, c'est dommage parce qu'on aurait il pu faut retrouver un, il faut ajouter tout le fret. bah, c'est ça. C'est dommage parce qu'on aurait pu retrouver 2 manches européennes plus tôt. Ça aurait pu être le Nur, ça aurait pu être Hockenheim, ça aurait pu être Imola, ça aurait pu être Portimao, qui, vous savez, refait son apparition au calendrier de la F1 en 2027-2028. Ça aurait pu être la Turquie, à Istanbul. Ça aurait pu. Après, on va pas se mentir, je doute que les équipes, les mécaniciens soient déjà fatigués. On n'a pas encore eu triple header, mais ça va permettre à certaines équipes de pouvoir travailler sur la voiture et à la F1 de retravailler la norme moteur et ces voitures-là.
Mmh. Et en plus, ça permet de mettre en sécurité et de pas mettre en danger, comme tu dis, tous les fins circus. La presse, les commentateurs et toutes les équipes C'est comprennent. ça. Pilotes, ingénieurs et mécaniciens. Et Ouais. ainsi que spectateurs. N'oublie pas les spectateurs. Ouais, ouais. Alors, Capucine, pour reparler de cette info, alors Capucine nous dit: «Ça fera peut-être réfléchir la FIA à signer que des GP au Moyen-Orient. Peut-être ils reviendront en Europe avec plus de GP dans le futur». Heu, je suis pas sûre que plus de GP en Europe soit le la ce que veut Liberty Media. Puisque regarde, s'ils voulaient plus de grands prix en Europe, ils auraient gardé Imola et ils auraient intégré un autre circuit, ce qui n'est pas le cas. Après, Ils auraient pas mis en alternance Spa. ouais, et après, tu sais Capucine, il en faut à peu près pour tous les continents. Le seul continent aujourd'hui qui n'est pas représenté en F1, c'est l'Afrique, tu vois. Mais sinon, tous les continents sont représentés. L'Europe représente aujourd'hui la moitié de la saison de Formule 1, parce qu'il y a, dans le calendrier 2026, si on se remet le calendrier 2026, regarde Capucine, je vais te montrer quelque chose. Et après, on passe à notre vrai débrief. Après, Euh, en Afrique, alors, il y a, attends, il y a la attends, rumeur. Valky, j'avais pas fini. Donc, Ok, merci de me excuse-moi. laisser terminer. Regarde, Excuse-moi. Capucine, dans les Grands Prix en Europe, tu avais Monaco, l'Espagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Italie, Madrid, et c'est tout. Tu vois, donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu as 9 épreuves européennes. Ça représente un tiers de la saison. Tu as 5 épreuves en Amérique. Je fais pas la distinction nord-sud, hein, sur le continent américain, sur l'ensemble du continent américain. Hein. Donc les 3 grands prix aux États-Unis plus Mexique et Brésil, ça fait 5. Tu as alors tu as 4 grands prix sur le territoire asiatique. Chine, Japon, Azerbaïdjan et Singapour, parce Azerbaïdjan, c'est difficile parce que tu vois, par exemple, au sens du football, l'Azerbaïdjan est dans la confédération UEFA, mais sur un globe, l'Azerbaïdjan, ça reste asiatique, tu vois. Donc, tu as 4 épreuves en Asie et tu as une épreuve en Océanie, c'est l'Australie, et tu as et t'as pas d'épreuve en Afrique. Donc techniquement, tous les continents sont représentés à peu près au prorata de ce qu'ils de leur taille, au prorata de voilà. Tu vois. Euh, en fait, je sais pas si la F1 doit redevenir que uniquement européenne. Parce que moi, tu vois, ça me choque pas que les États-Unis aient 2 voire 3 grands prix, parce que les États-Unis, c'est un très très grand pays, tu vois. En termes, les États-Unis, en termes de kilomètres carrés, le nombre de kilomètres carrés de l'Europe, l'Europe l'Europe telle qu'on la connaît géographiquement parlant, ça fait 10,2 millions de kilomètres carrés. Le nombre de kilomètres carrés des États-Unis, simplement des États-Unis, je ne parle pas du reste de l'Amérique. Les États-Unis, c'est 9,83 millions de kilomètres carrés. Tu vois, pour te donner un Mais ordre d'idée. est-ce que les USA, tu dis États-Unis, mais mais ça comprend aussi l'Alaska. Oui, Or, l'Alaska n'est pas exactement. connecté. L'Alaska et Hawaï. Oui. Sachant que l'Alaska est très grand. Hawaï, c'est plus petit, mais c'est des îles, c'est normal. Alors, ça te fait quand même, allez, 7-8 qui te Allez, retirent à la. l'Alaska, ça fait 1,72 millions de kilomètres carrés, ce qui fait que les États-Unis sur l'Alaska, ça fait 8,1 millions de kilomètres carrés. C'est 80%, de l'Europe, pour te donner un ordre d'idée. Voilà. Et si je te donne, par exemple, le nombre de mètres carrés de l'Amérique, c'est-à-dire le nord et le sud, tu es à 42,5 millions de kilomètres carrés. L'Amérique, de son extrême nord à son extrême sud, c'est 4 fois plus grand que l'Europe. Et pourtant, ils ont 2 fois moins de Grands Prix que l'Europe.
Tu vois ce que je veux dire? Tu parlais de l'Afrique, mais en Afrique, c'est compliqué parce qu'on a la rumeur du Rwanda, alors que pourquoi faire un Grand Prix là-bas? Et puis surtout, comme en Afrique du Sud, il a le pays le plus probable. On va où? Il y a la rumeur du circuit du Cap, et il y a Kylian, qui n'est pas encore aux normes. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur cette information qu'on a apprise. Voilà, on est arrivé, je pense, au bout de ce qu'on pouvait vous dire sur ça. Donc voilà, un calendrier où il n'y aura plus 24 Grands Prix, mais bien 22. Et ça impacte aussi les catégories Formule 2, Formule 3 et aussi la F1 Academy qui perdent chacun à minima une manche. En F1 Academy, c'est la manche de Jeddah qui est perdue, ce qui fait que les filles vont avoir 2 mois de pause avant de retrouver la voiture à Montréal. En F2, les pilotes vont être en repos forcé pendant 3 mois, puisqu'ils retrouveront leur Formule 2 qu'à Monaco. Et la Formule 3, elle, pareil, elle va faire une pause de 3 mois, puisque pas de manche à Sakir, elle retrouvera la compétition à Monaco. Voilà, au début de la saison européenne. Début juin. Voilà. Ouais. Bah, écoute, franchement, moi je vais juste vite fait dire quelque chose et puis on transite vraiment très rapidement. Personnellement, moi je comprends pas pourquoi les filles vont être restées cloîtrées pendant 2-3 mois. Personnellement, j'arrive pas à comprendre pourquoi, justement, elles n'ont pas la possibilité d'aller faire d'autres catégories en parallèle. Un peu comme ça se faisait pendant très longtemps. Et ça, personnellement, ça me pose problème parce que à cause de ça, elles ne peuvent pas engranger de l'expérience. Bah oui, mais Et parce que puis, en fait, Les problèmes contractuels, c'est des le problème, contrats, c'est comme ça. non, mais c'est surtout le problème, Linkin, c'est qu'il n'y a pas de compétition là qu'elles peuvent faire pendant les 3 mois. Sauf si certaines des filles ont un double programme, par exemple, qu'elles faisaient de l'endurance à côté. Elles pourraient participer notamment à la première manche du WEC à Imola. Mais je crois qu'aucune des filles présentes sur la grille ne fait du WEC. Je ne crois pas. Et c'est pareil pour la Formule 2 et pour la Formule 3. Alors, il se pourrait qu'on essaye de trouver des manches de remplacement pour la F2 et pour la F3. Ça pourrait être notamment, alors, on parle de Zandvoort notamment, qui pourrait être une manche de la Formule 2, une nouvelle manche de la Formule 2 et une nouvelle manche de la Formule 3. Déjà, ça permettra à la F3 de bien disputer 10 manches comme c'était convenu, et il faudra retrouver une autre manche pour la Formule 2, puisqu'il n'y aurait que 13 manches au lieu des 14 prévues. Voyez-vous? Et puis, on a toujours l'incertitude du Madring aussi, puisque pas d'homologation, pas encore d'homologation, pas de tracé complètement construit, donc on ne sait pas non plus. Voilà. Après Capucine, je pense que pour les petites catégories, ils vont essayer de retrouver une date. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais ils vont essayer. Maintenant, pour te demander pourquoi la FIA ne trouve pas d'autres dates, parce que, tu sais, les calendriers sont pleins à craquer dans toutes les compétitions. Même pour le WEC, malgré le fait qu'on ait reporté le Qatar au week-end du 8 novembre. Non, au week-end du 29 octobre, pardon, excusez-moi. Je sais plus, il faut que je regarde la date, mais on l'a reporté avant le MotoGP. C'est compliqué, il faut trouver une date. Voilà. Après, Oui, truc, c'est dernière que chose, Valky, après on passe à la suite. ouais, oui, parce que c'est trop long. il y a le truc de la W Series, première année de sa création, avait fait du feeder de DTM. Alors, c'est compliqué contractuellement, mais pourquoi pas faire des feeders de DTM en remplacement Pourquoi pas, de ces circuits. mais dès qu'on a des informations complémentaires, on vous les donne dans l'an prochain, The Pit Lane. Et ben, on démarre le débrief F1, mes amis, avec notre premier sujet ce soir, qui est le sujet suivant. C'est
C'est moi qui vais vous le présenter, mais oui, c'est moi qui vous le présente, puisque ça y est, nous avons un nouveau vainqueur dans l'histoire de la Formule 1. C'est le 116e, je crois, vainqueur dans l'histoire de la Formule 1 d'un Grand Prix de Formule 1. Ils ont donné le chiffre 116 ou 117, on doit être pas loin. Mais en tout cas, ce vainqueur, c'est Andrea Kimi Antonelli, ou raccourcissez à Kimi Antonelli, l'Italien, sur Mercedes, qui a fait un très très beau week-end, avec des essais libres qui étaient très très bons. Évidemment, il a la voiture pour, des qualifs qui étaient très bonnes, notamment qualif sprint et qualif classique. Ce que je propose, tenez, on va regarder un peu les résultats tout au long du week-end d'Andrea Kimi Antonelli, parce que c'est très intéressant à regarder. Alors, vous me direz, il avait le meilleur matériel, mais déjà, il était très proche de son coéquipier dès la première séance d'essais libres. Et Rome me confirme dans l'oreillette que c'est le 116e vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Ben oui. Donc, Kimi Antonelli était très proche de son coéquipier dès la première et seule séance d'essais libres. C'était un week-end sprint, hein, ne l'oublions pas. Et puis, ça s'est confirmé lors de la qualif sprint, puisque Kimi Antonelli était 5. Enfin, ça s'est pas confirmé en sprint, parce que là, j'ai pas le bon résultat, puisque là, c'est le résultat de la course sprint. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, j'ai mis 2 fois le même classement. Attendez, regardez, vous n'y avez vu que du feu, mes amis. Hop, hop, yep, tu, 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 tu. Il casse-pied mon Twitch là, sans déconner. Voilà, le résultat de la qualif sprint est ici. Andrea Kimi Antonelli n'était qu'à un petit peu moins de 3 dixièmes de son coéquipier. Voilà. Donc, globalement, bonne Retour, s'il te performance plaît. quand même. Hein? Il y a c'est ton retour, s'il te plaît. Bah, moi, j'ai pas de retour, en fait. Bah, on t'entend en double. Eh ben, je sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. Donc, celui qui a son retour en double sera prié de bien voir le couper. Merci beaucoup. Et donc, je disais que pour Andrea Kimi Antonelli, donc c'était plutôt un bon week-end qui avait démarré. Sur la grille de départ, il était donc deuxième. Et au résultat de cette course sprint, finalement, il n'a terminé qu'à 6 dixièmes de son coéquipier, hein, après seulement 19 tours. Donc, autant se dire, pardon, non, j'ai pas pris la bonne ligne. Kimi Antonelli a terminé à 5 secondes. Oui, il a terminé à 5 secondes parce qu'il a eu à faire une pénalité, notamment de 10 secondes, puisqu'il s'est accroché avec Isaac Hadjar au départ. Bon, ça, c'était le seul petit point noir de son week-end. Mais après, en qualif classique, bah, il a fait deuxième, encore une fois. Enfin, il a fait pole, pardon. Il est devenu le plus jeune poleman. Oula, on va remettre tout dans l'ordre. Plus jeune poleman de l'histoire, avec un 32-0. Et puis, en course, il a assuré sa course. La stratégie de Mercedes était très bonne, la voiture était très bonne. Enfin bref, week-end rêvé pour l'Italien qui signe donc sa première victoire à 19 ans et 262 jours, si j'ai bien lu ma statistique. Et donc, par conséquent, je crois qu'il devient le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1, derrière Max Verstappen et sa victoire au GP d'Espagne en 2016. Je voudrais quand même vous rappeler le parcours quand même d'Andrea Kimi Antonelli avant que un de vous, messieurs, ne me donne son avis sur la performance du week-end d'Andrea Kimi Antonelli. C'est quelqu'un qui est né en 2006, donc il a eu 19 ans, il aura 20 ans le 25 août. Et surtout, c'est quelqu'un qui a monté extrêmement vite les échelons. C'est quelqu'un que Mercedes a repéré assez vite et qui lui a fait monter assez vite les échelons. On rappelle, champion de la Formule 4 italienne en 2022. Il a sauté il a été en 2023 champion de l'Africa. Il a sauté la F3 pour passer directement en Formule 2 en 2024 avec une modeste 6e place. Mais depuis qu'il est en F1, c'est quand même 24 Grands Prix disputés en 2025 pour 3 podiums et 14 entrées dans les points.
ce qui lui avait fait terminer 7e du classement. Et il a déjà marqué 47 points sur ses 2 premières courses. Pas mal, hein, pour une deuxième année. Alors, qui veut réagir sur la performance d'Andrea Kimi Antonelli? Qui veut nous donner son avis ici? Qui aurait envie d'en Alors, parler? je vais juste te faire remarquer et préciser pourquoi il a sauté la F3. Il y avait une nouvelle F2. Oui, c'est vrai. Mais pas que, parce que je crois que Mercedes voulait pas attendre de le faire passer en Formule 3 et ils ont voulu le faire passer en Formule 2 assez vite. Et surtout, je précise une chose avant que qui voudra réagira, mais souvenez-vous quand même les premiers tours de roue de Andrea Kimi Antonelli officiel dans une F1 en FP1 rookie, ça s'était quand même mal terminé. Vous vous en souvenez? Ça s'était terminé dans le mur chez lui à Monza. Donc voilà. Je termine dans le mur à Et en fracassant la voiture de Russell. Exactement. Exactement. Ça a commencé par ça et ça termine par une victoire, voilà. Tiens, LinkedIn, puisque je vois que tu fais une moue déconfite. Non, Qu'est-ce non, que c'est que je recherchais justement des stats, des infos sur la F1 avec nos actualités qu'on a de The Pit Lane, donc c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que bah peut-être LinkedIn, tiens, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance ce week-end d'Andrea Kimi Antonelli? Et je rappelle que pour une fois, il n'a pas raté ses départs. Ou pas trop. Bah écoute, sur la globalité du week-end, c'est pratiquement un sans faute. Pratiquement, je dis bien. Pourquoi? Parce que forcément, il y a cet accrochage où il prend, je crois, 10 secondes de pénalité. Personnellement, bon, 10 secondes, pour moi, c'est trop. Voilà. Mais ça, on dira encore merci à la FIA qui sait pas distribuer en tout cas les commissaires de piste qui savent pas distribuer des pénalités. Ça, voilà, hein, on les salue, on pourrait même se moquer, hein. D'ailleurs, je pourrais appeler Monsieur Coluche pour le faire. Sinon, dans l'ensemble, Antonelli, il me fait plaisir. On voit qu'il a, pour l'instant, il a les épaules pour quand même jouer dans les meilleurs. Mais après, attention, je vais être très honnête totalement avec vous. Sa prestation, là, elle est, on va dire à 98% sur 100 au top. Mais par contre, il faut qu'il confirme. Il faut qu'il confirme véritablement qu'il peut avoir les épaules pour aller se battre avec Russell, ou se battre avec Hamilton, ou Leclerc, etc. C'est important ça, ok? Ouais. Parce que là, il bascule tout de suite dans un top team. Russell, lui, il est venu de chez Williams, lui, il est venu de chez Williams et après il est passé chez Mercedes. Donc attention. On va dire qu'il y a 2 poids 2 mesures hein, par rapport sur ces 2 aspects-là. Donc, il a franchement fait un super week-end. Maintenant, à lui de confirmer. C'est vrai, parce que c'est toujours la même chose. Tu as raison, LinkedIn, de dire que gagner sa première victoire en Formule 1, déjà y arriver, c'est déjà un accomplissement. Nous, en tant que Français, on se souvient de la première victoire de Pierre Gasly, de la première victoire d'Esteban Ocon, tu vois. Mais pour lui, c'est un accomplissement. Et je pense que ça va lui donner aussi un peu de confiance, parce que c'est vrai que l'an dernier, il a eu beaucoup d'incidents, beaucoup de crashs, on l'a beaucoup raillé parfois, et là, ça va lui donner confiance. Voilà. Ouais, ben après, oublie pas une chose, que comme c'est une nouvelle réglementation, tous les pilotes, on va dire, repartent de zéro. C'est ça. Mais il faut dire qu'il a aussi la voiture qui est la meilleure pour l'instant en ce début de saison avec cette réglementation aussi, hein. Ce qui prouve bien Ouais. qu'en F1, on ne peut gagner globalement qu'avec le meilleur matériel, surtout dans un début de réglementation. Voilà. Ouais. Mais Ouais. on reparlera de réglementation en toute fin de débrief. C'est toi, Linkin, qui nous fera un petit focus sur les problèmes de l'hybride sur cette nouvelle réglementation 2026. Mais avant ça, on va reparler aussi d'un deuxième sujet
Et cette fois-ci, Rome, c'est toi qui vas rentrer en piste, puisque on a parlé d'Andrea Kimi Antonelli qui a fait un super week-end, mais on voulait saluer aussi la performance globale d'une autre écurie qu'on a aussi beaucoup raillé dans nos débriefs et à juste titre. C'est l'écurie Alpine. Elle a signé une double entrée dans les points en course principale le dimanche. Et notamment son pilote Franco, pardon, j'ai pas la bonne image, elle est pas là, voilà, elle est là. Notamment Pierre Gasly et puis Franco Colapinto qui arrache le point de la 10e place au terme d'une course de très bonne facture, il faut bien le dire. On tape aussi beaucoup sur lui parfois, mais il faut avouer que c'est une course de bonne facture. Les qualifs, c'était plutôt bien passé, c'était montré performante la voiture en qualification. Rome, comment on explique finalement cette renaissance d'Alpine? Alors, on explique la renaissance d'Alpine par beaucoup de choses. De un, le nouveau moteur. Car faut pas oublier que Alpine a fait le choix d'abandonner l'un des moteurs les plus mythiques de la grille. Et le deuxième, pour moi, ils ont sacrifié 2025 en disant dès le début 2025, on travaille sur la voiture de 2026. Et d'ailleurs, je vais rappeler quelques stats, mais la double arrivée dans les points d'Alpine, c'était au Brésil 2024, avec leur double podium. Avant ça, les derniers points d'Alpine, c'était Gasly qui les avait fait, et il en avait marqué qu'un. Là, ils enchaînent sur une 10e place de Gasly à Melbourne, une 6e en Chine, et Colapinto qui marque son premier point depuis 2024. Le Grand Prix du Quota d'ailleurs. Après, moi je me pose une autre question. Est-ce qu'Alpine a bien fait de laisser tomber le moteur Renault et d'essayer de faire un châssis qui convient au moteur Mercedes? Personnellement, je pense que il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais qu'Alpine est sur la bonne voie. Il a fait peur aux fans francophones. On a été méchant avec Alpine à juste titre. On a moqué les choix de garder Colapinto alors qu'il n'a scoré aucun point. Mais connaissant le bon vieux Briatore, et quand on regarde les premiers résultats, Alpine est passé de la dernière force du plateau à une équipe qui, pour moi, est dans la bataille avec Red Bull et Haas pour la 4e place. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je reprends juste la parole comme ça, je vais la donner après, mais pas à toi, Linkin, parce que comme tu as déjà parlé sur le sujet précédent, je vais faire tourner, hein, on est d'accord? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais si tu auras quelque chose à rajouter après, il n'y a pas de souci, tu pourras, tu pourras le faire. Parce que comme Rome vient de s'exprimer, Valky, ce sera pour toi. C'est vrai que Rome développe des arguments extrêmement intéressants. Évidemment, il y a le nouveau moteur Mercedes. La seule inconnue, c'est est-ce que le Renault qui avait commencé à être préparé était aussi performant que le Mercedes qui est actuellement? Bah, ça, on le saura jamais, évidemment. Il y a aussi, alors, cette équipe, elle a été très instable à une certaine période. On a moqué les divers changements, Otmar Safstoer, Laurent Rossi, etc., etc. Les petites phrases. Bruno Famin aussi a été beaucoup moqué pour la gestion. Des fois, parfois, on a même dit que c'était une équipe de clowns. Hein. Vous voyez, on est tout à fait honnête. Hein. On l'a dit même dans ses débriefs. Hein, Linkin doit s'en souvenir et vous vous en souvenez certainement. Mais il faut c'est vrai qu'on avait bien cogné, ouais, effectivement. C'est vrai qu'on avait envoyé. Vas-y, Linkin. Non, c'est vrai qu'on avait bien cogné, qu'on avait, alors pas que cogné, on avait envoyé aussi pas mal de parpaings, quoi.
Mais en même temps, il le méritait. Parce que franchement, pour nous Français, qui devait être la Ferrari française, il nous faisait un peu honte, on va pas se mentir. Hein? Bah, Quand même. de toute façon, je vais être honnête avec toi, Valentin, hein. Mais pour moi, il reste encore un peu des clowns aussi en partie, parce qu'ils ont quand même s'ils marquent des points avec le moteur Mercedes, ça change pas qu'ils ont dézingué le savoir-faire français. Et que ça, malheureusement, je ne le comprends pas et que je ne le comprendrai jamais. C'est C'est tout. vrai. Alors, du coup, Valky, à ton avis, et après avoir écouté Rome, est-ce que Alpine est sur la bonne voie et est-ce qu'on peut parler de renaissance selon toi? Bah, pour avoir renaissance, faut qu'il y ait déjà eu une naissance. Or, m même s'il y a eu la victoire d'Ocon en 2021, l'équipe a été pas au point. Donc, il y a pas vraiment eu de naissance à ce moment-là. Il y a juste eu un début de résultat, une chute libre dès 2022 et là, oui, il y a une remontée, oui, et on peut pas dire une renaissance, honnêtement. Et on peut pas honnêtement, ça me gêne qu'il y ait encore Briatore à la tête, honnêtement. Oui, c'est vrai, mais en même temps, Valky, les résultats semblent être là. Alors, on ne sait pas si c'est lui, on sait pas si c'est réellement lui qui fait que l'équipe fait ses résultats. Mais la preuve est que depuis qu'il est arrivé, d'ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui m'emballe aussi et qui analyse trop vite, mais j'ai l'impression que ça a stabilisé d'une certaine manière l'équipe. Je me trompe, Valky, ou je... À stabiliser, je suis pas d'accord parce que il a quand même fait dégager Ocon avant sa dernière course, mettre Juan qui a dégagé 6 courses plus tard. Bon, oui, c'est vrai que si on regarde la question du management, c'est vrai qu'on on le compte n'y est pas, on est tout à fait d'accord, mais quand même, je sais pas. Je sais pas qui a pu redonner un peu des ailes à Alpine, mais c'est bien parce que j'essaie de retrouver, j'avais vu un tweet, j'essaie de retrouver quelque chose sur le poids des fins parce qu'en Chine, il y avait eu comment dire, j'avais vu une photo passer, mais je vais peut-être la retrouver plus tard. Mais j'avais vu une photo passer avec les poids parce que on a pesé les voitures devant des fans en fait qui étaient dans le public en haut et les voitures étaient en contrebas. On les a fait peser. Et je crois que l'Alpine, elle est pas loin d'être au poids minimal, hein, qui est, on rappelle, cette année de 768 kilos avec le pilote, hein. Je crois voiture plus pilote. Sachant que vous savez que le poids minimal du pilote avec le matériel, c'est-à-dire casque, hands, combinaison, chaussures, c'est 82 kilos. Voilà. Ouais. Et je crois qu'Alpine était au poids. La seule qui a du surpoids, mais vraiment du surpoids, c'est la Williams. Et apparemment, le surpoids de la Williams, petit aparté, serait de 27 kilos. La Williams aurait 27 kilos de trop. Ouais, On en parlera de Williams, hein, parce que c'est être un peu poids, c'est juste. très bien, et par contre, il faut que ce soit performant. Or, je pense pas que Alpine soit très performante, pas encore à son maximum. Non, parce qu'il y a toute la question du développement après qui va arriver, mais ça, c'est encore autre chose. Il faut que le développement soit bien géré. C'est toujours pareil. Mais je sais pas. Alpine, je la vois bien se battre pour top 6, peut-être top 7 des constructeurs, à peu près par là. Euh, Objectivement, j'aimerais que cette équipe réussisse. Objectivement, pas envie. Ils ont fait trop d'insultes envers leurs pilotes, bon, envers les membres, les
les anciens dirigeants qui ont été dégagés et envers les fans. Mm. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Bon, voilà, en tout cas, on voulait parler un peu du week-end alpine parce que c'est un plutôt bon week-end et c'est assez rare que une double entrée dans les points pour qu'on en parle, hein. Rome vous l'a rappelé, la statistique, la dernière double entrée dans les points d'Alpine, c'était le double podium, vous savez, dans ce Grand Prix fou du Brésil 2024 qui s'est disputé dans des conditions dantesques et où la qualif avait eu lieu le dimanche matin et la course avait été avancée de 2 heures, vous vous souvenez de ce Grand Prix dantesque? Mhm. Eh bien, maintenant, nous allons passer à un autre sujet. Et le sujet suivant, c'est le sujet de Ferrari. Et c'est toi, Valky, qui va nous en parler. Ferrari s'installe comme étant la deuxième force du plateau, ça tout le monde l'a remarqué. Mais surtout, ce que tout le monde a remarqué, c'est que comme ils sont la deuxième force du plateau, ils trouvent le moyen et le temps en piste de se battre, les deux pilotes, un peu dans un combat de coq et qui aurait presque pour ambition de savoir qui est presque le pilote numéro 1 chez Ferrari maintenant. Valky, tu peux nous raconter un petit peu tout ça et comment ça s'est matérialisé sur ce week-end du Grand Prix de Chine? Déjà, on va revenir sur la qualif. Déjà. Donc, autant on avait Alors, les deux premières lignes laquelle qualif? La qualif du sprint ou la qualif du Grand Prix? et Grand Prix. Alors, la qualif Grand Prix, elle est là, la qualif Grand Prix. On avait la première ligne 100% Mercedes, la deuxième ligne 100% Ferrari et la troisième ligne 100% McLaren. Donc, on va se concentrer sur Ferrari. Ah, c'est eux, encore une fois, qui ont réalisé le meilleur départ. Donc, autant Kimi Antonelli et Russell, ils ont fait un bon départ. Autant Hamilton et Leclerc, ils ont fait un, encore une fois, meilleur départ. Mais le truc, c'est que rapidement, ils se sont fait dépasser. Anton- Antonelli et Russell s'est faufilé vers la fin. Or, hein, rapidement, on a vu les Ferrari se battre entre elles. Et, et c'est un des points positifs et un des points noirs, c'est que ça a laissé Antonelli sur un boulevard en vrai. Antonelli n'a pas été menacé de la course. Pourquoi? Parce que Ferrari se battait entre elles. Alors oui, ça faisait de belles images, je suis d'accord. Parfois, il y a eu une ou deux touchettes. Et en effet, comme tu l'avais rappelé en préambule, ça a donné quelques sueurs froides à Vasseur et à toute l'équipe. Mais je pense pas qu'il faille glorifier ça parce qu'en fait, faut que Ferrari batte contre Mercedes. Ah, c'est pas que ces pilotes se battent entre eux, même si ils ont une interview, ils ont tous les deux bien aimé. Ils ont raconté qu'ils avaient bien aimé et tout ça, c'était plaisant. Une fois, une ou deux touchettes, mais sur le nombre de tours qu'on a eu, c'est minime. Mais je pense pas qu'il faille glorifier ce genre ce genre de bataille parce qu'en fait, ça reste entre coéquipiers. Or, ce genre de bataille, ça a laissé à Antonelli un boulevard et ça a permis que Russell les rattrape et les dépasse même. Et ça, c'est un peu problématique. Mais au moins, je comprends l'attitude de Vasseur qui a eu confiance en ses pilotes et qui n'aura pas de consigne de ne pas s'attaquer. Parce que c'est deux pilotes qui s'apprécient, ont laissé l'expérience et en effet, on n'a pas eu de gros incidents. Même si on l'a évité à quelques endroits, notamment dans l'escargot. Oui, dans le premier escargot, pas dans le deuxième, hein. Le deuxième, c'est celui Oui, qui donne la grande ligne droite de 1 km 2, je crois. oui, Et c'était c'est bien le premier. dans le premier après la ligne droite de départ et d'arrivée, voilà. Exactement, voilà. Mais c'est vrai que, que ce soit en sprint
ou en Grand Prix, ça a été des sacrées batailles quand même, hein. Ça se donnait des petits coups de roue sympas, mais pas trop quand même, hein. Bah, on les voyait, c'est vrai que clairement s'échanger les places. Bah, il faut se dire qu'en plus maintenant Hamilton a une voiture qu'il peut plus un peu manier, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. On le savait en souffrance l'an dernier sur sa Ferrari SF25. Là, la Ferrari SF26, ça lui change la vie d'une certaine manière, hein. Et puis, Sans oublier, bon, sans oublier, même si c'est minime, le volant qui lui convient mieux à sa disposition des mains aussi. c'est clair, c'est clair. Eh ben, écoute, c'était très intéressant, Valky, de t'entendre parler de la situation de Ferrari. C'est dommage que Ludo, qu'on salue, qui est notre fan Ferrari dans l'ancienne équipe des débriefs, et que je salue parce que j'imagine qu'il a dû, un peu comme nous et comme Vasseur, avoir des sueurs froides quand il a vu les deux pilotes Ferrari se battre, mais qu'il devait être content de voir que Ferrari est revenu aux avant-postes et en capacité de jouer des podiums réguliers et pourquoi pas peut-être dans un futur proche des victoires aussi. Ça, on ne sait pas. Après, au moins, ça a permis à Hamilton d'avoir son premier vrai podium. Exact, Avec puisque, puisque sur le même circuit où il a eu sa première victoire, même si c'était en sprint. exact, exact. Mais Donc, c'est un circuit qui semble plaire à Hamilton. Bon, ça, on le savait plus ou moins déjà, mais ça se confirme. Et puis, ça permet au moins d'échanger. Un podium pour Leclerc, un podium pour Hamilton. C'est c'est faire. ça, c'est ça. Linkin, Valky et Rob, je vais vous poser à tous les trois la même question. Écoutez-la bien. Réponse courte à cette question. Qui, selon vous, d'après ce que vous avez vu sur ces trois départs, donc le départ, enfin la course du Grand Prix d'Australie, le sprint de Chine et le Grand Prix de Chine, selon vous, alors vous allez peut-être me dire que c'est trop tôt pour le dire, mais Le son, on a des coupures son. Ah. Allô, non, Val, plus de son. oui, Stop oui, oui, micro. voilà, micro pit stop, j'arrive. Vous inquiétez pas. Donc oui, je posais la question avant que mon micro ne se coupe. Je posais la question suivante pour vous trois. En ayant vu du coup ces trois départs, ces trois courses, donc le Grand Prix d'Australie, le sprint de Chine et le Grand Prix de Chine, qui selon vous a pris un peu l'ascendant sur l'autre et qui on peut considérer après ces deux Grands Prix, mais pour vous c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais de ce que vous avez vu, qui on peut considérer comme qui est pilote numéro 1 chez Ferrari entre Hamilton et Leclerc? Qui veut commencer sur cette question? Linkin peut-être? Réponse courte, hein, Leclerc ou Hamilton selon toi? T'as déjà dit la réponse avant, hein. Trop tôt pour le dire. Ok, J'attendrai 5 courses. ok. En fait, vous voulez pas répondre à mes questions, vous en foutez de mes questions, hein. Mais non, c'est pas. Mais non, Elle est un peu prématurée. Bah oui, c'est trop tôt, Val. Rome? On va quand même demander à Rome, je vais peut-être avoir une réponse de Rome. je dirais un petit peu plus Hamilton, mais voilà, trop tôt. Bon, bah voilà, il y en a au moins un qui s'est bouillé. Merci, Rome. Oh. T'auras le droit à une augmentation, mon petit. Non, je rigole. Non, mais je comprends que vous disiez que ce soit trop tôt parce qu'on a vu que 3 départs, mais si on regarde simplement le classement du championnat du monde des pilotes après ces 3 grands prix, Leclerc est en tête d'1 point sur Hamilton, hein. D'ailleurs, Ouais. si vous avez vu, ce couillon de Van Kutsem, il a mis 2 fois le même classement, donc il va mettre le bon classement à droite, ce qui est le classement des constructeurs. Et donc Ferrari, vous voyez, elle est deuxième, hein, constructeur, c'est confirmé, hein, vous voyez. Et c'est quand même Par assez contre, dingue. oui, C'est quand même assez dingue, mais on en parlera dans quelques instants. Mais McLaren reste troisième, hein, du championnat du monde des constructeurs, alors que moi ou McLaren est une écurie midfield.
Bah, alors, du coup, Alors ça Red veut Bull dire, aussi est ça midfield. veut dire que Red Bull est une écurie de fond de peloton à ce rythme-là. Pour cette année-là, pour cette année, ça semble être midfield, hein. Mais bon. Ah bah tiens, puisque on parlait de McLaren, la transition est toute trouvée. Valky, c'est à nouveau toi qui va nous parler de McLaren. Alors là, McLaren, on est passé du rêve de la saison 2025 au cauchemar de la saison 2026. Norris qui a du mal avec cette nouvelle voiture. Piastri qui n'a pas pris un seul départ de Grand Prix depuis le début de la saison. Il a juste pris le départ de la sprint. C'est un peu la débandade chez McLaren, on va pas se mentir, Valky. Je vais vous faire un résumé complet. Australie qualif. Piastri 5, Norris 6. Australie course. Norris 5, Piastri DNS. Dans le tour de formation. Ça commence mal, mais tu sens que la voiture, elle peut faire un bon classement, vu que Norris a fait en course et en fonction de ce que la voiture peut faire en qualif. Mmh. Norris 3, Piastri 5. Sprint en course. Norris 4, Piastri 6. Ça sauve le week-end. Parce que, spoiler, bon, pour la qualif de la course, ils font 5 et 6. Par contre, pour la course principale, les deux ont DNS. Alors, je sais plus si Norris ou Piastri, mais on savait que l'un des deux n'allait pas prendre le départ. Je crois que c'est Norris, je crois, de mémoire. Et Piastri était sur la grille, sauf qu'on a détecté un problème et on l'a dégagé on a enlevé sa voiture de la grille pour la rentrer dans le garage. Et là, comment dire? En vrai, il y a que le sprint, sauf ce début de saison. Alors oui, encore une fois, on a fait que 2 courses, et trop tôt pour le dire. Est-ce que c'est engageant pour la saison ou pour la première partie de saison? Pas trop. Sachant qu'on l'a entendu via la presse et tout et les sites, mais Mercedes n'a pas filé toutes les clés du moteur Mercedes. Là où Ferrari, à tous ses clients, ont filé toutes les clés possibles et imaginables. Tous les petits, entre guillemets, secrets et utilisation maximale. Là où ma Mercedes garde ses secrets pour elle-même. Il ne les a pas partagés à ses clients. Donc Williams, Alpine et y compris McLaren. Et, et de ce que ils ont et des données et connaissances que McLaren a sur ce moteur, ils savent même pas le comprendre. Et c'est problématique. Parce qu'on les voyait toit du monde, pilotes et constructeurs, à au retour en 2023. La chute est terrible. Surtout pour Norris, qui est champion du monde en titre, pour, et aussi pour Piastri, parce que lui, il se voyait aider à Norris à son coéquipier. Et venir de Linkin ou de Val la question, mais comment faire? Quelles sont les possibilités à McLaren de réussir? Ça, c'est pas si simple, hein. Tu poses la question un peu à 1 million là, hein, Ben, parce que je vais faire des hypothèses, mais déjà, il faudrait que Mercedes partage un peu plus à ses clients.
pour qu'il y ait un peu plus de performance et de compréhension du fonctionnement. Et de plus, un et Linkin, je pense il viendra, mais ça vient de l'électrification qui a une plus grosse part. Et c'est voilà quoi. Et ça pose problème. Ah, mais alors, attention, c'est autre chose. C'est autre chose. Moi, honnêtement, Valky, je vais être honnête avec toi. Bon, après, je vais répliquer une bonne phrase bien connue de notre cher ami Bernard Farcy qui va nous dire alerte générale. Voilà, on va pas se mentir. J'avoue que là, j'ai été vraiment. Je suis scotché, on va dire même choqué par ce qui arrive à McLaren. Vraiment, parce que quand j'ai vu la performance en qualification sprint de Piastri, je me suis dit, ah, ça y est. Et je me suis dit, ça y est, Piastri, je pense que là, il est rentré dans son truc. Je pense que si tout va bien, si jamais il gère bien son truc, pour les quelques, je crois, 18 tours de la course sprint. 19, Ah, 19. ouais, 19, pardon. Je me suis dit que ça allait le faire. Il allait quand même se batailler, il allait peut-être potentiellement jouer le podium. Norris, peut-être pas autant parce qu'il n'était pas dans le même rythme. Puis là, c'est la chute totale. Vraiment, ça me fait mal pour eux parce que McLaren, c'est une super équipe. Hein. Ils ont une bonne gestion. En tout cas, ça dépend où. Je pense qu'ils ont normalement quand même un peu parlé à leurs pilotes avant le début de saison par rapport à éviter pour éviter de répéter 36 incidents qui se sont produits l'année passée. Et là, on a ça. Ouf. Ce sont des choses qui n'étaient pas prévues. Je croise les doigts pour eux que ça fonctionne. Après, par la suite. Et ce qui va être bien, surtout, c'est que comme on a 2 Grands Prix qui sont annulés, ça fait, je crois, quasiment un mois sans Grand Prix. Oui. Ils ont le temps de réfléchir justement à tous ces potentiels problèmes à l'usine. Donc, Ils pourront analyser les données des 3 GP et savoir comment régler ces problèmes potentiellement. Ah bah là, oui, de toute façon, ça va être quoi qu'il arrive important, mais de toute façon, toutes les écuries vont faire ça. Et c'est là qu'il y a un truc que je vais évoquer aussi qui est important. Parce que ça, j'en ai parlé dans le podcast dimanche dernier de Samantha Basset. On dit que les points des courses sprint sont importantes, mais cette année, ça va être d'autant plus important. Tout simplement suite à l'annulation de ces 2 Grands Prix. Parce que là, ça fait parce que là, j'ai fait à peu près un calcul. Un Grand Prix pour un vainqueur, c'est 25, donc on va dire pour 2, 50. Pour un constructeur, c'est 43 au niveau des points. Donc, pour 2 Grands Prix, ça fait 86. Là, on a 86 et 50 points en moins. Ce qui est énorme. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'aspect que les points des courses sprint vont être les plus importantes. C'est clair. Non, mais McLaren, c'est une. Enfin. Ils sont quand même passés de héros à 0, en fait. Et j'ai presque envie de dire, heureusement que Norris a gagné ce titre en 2025. Hein, parce que je ne sais pas s'il aura l'opportunité d'en regagner un dans cette nouvelle réglementation. Et pourtant, la McLaren fait partie des rares voitures qui étaient au poids minimal autorisé au début de la saison, c'est-à-dire 768 kilos. Hein. Mm. Donc, voilà. Comme quoi, être au poids, ça ne signifie pas toujours avoir une vertu plus performance. Capucine posait une question importante. Oui, Pourquoi il oui, sur le moteur, pourquoi il ne décale pas la nouvelle réglementation sur le taux de compression pour Mercedes? Car là, ils perdent 2 courses qui peut leur coûter cher à la fin. Je ne sais pas, Capucine. Ne me pose pas la question. Je ne travaille pas à la FIA.
Peut-être parce que c'était comme ça que c'était fait et que peut-être que comme il va y avoir un arrêt de 2 mois, peut-être que ça va être décalé de 2 mois. J'avoue que j'ai pas d'infos à ce sujet, Capu, mais mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avec les taux de compression, est-ce que ça va enlever vraiment un avantage moteur à Mercedes? Parce que Mercedes a l'air de dire qu'ils peuvent se conformer à la réglementation, telle qu'elle était écrite sans donc on va voir. Je ne sais pas si c'est du bluff de la part de Mercedes en termes de moteur ou si voilà, ou si c'est vrai. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas très clairement. Quand tu vois comment ils dominent et que Charles Leclerc dit qu'il y a comme encore 3-4 dixièmes autour entre Mercedes et eux, c'est quand même de quoi se poser des questions, non? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux Et dire. sachant qu'une chose, Mercedes et beaucoup d'écuries ont encore tenté de lancer une polémique par rapport du fait de comment Ferrari arrive à faire des départs aussi canons. Bah, Ils ont voulu chercher, et ça encore une fois, ça m'a fait un peu doucement rigoler, quoi. un turbo plus petit et puis eux, ils avaient anticipé le fameux, le turbo lag et donc voilà. Pour une fois que c'est Ferrari qui travaille mieux une nouvelle réglementation. Comment ça, Valky? En Et 2014, toutes les écuries se sont plaints que Mercedes avait un avantage, parce que c'est plus ou moins eux qui avaient écrit la réglementation. c'est ça, c'est ça. Alors, Capucine qui me dit, Valentin, McLaren est revenu nulle part dans l'ancienne réglementation et ils ont potentiellement le meilleur moteur. Quand ils vont comprendre la gestion électrique et améliorer leur aéro, ça peut faire mal de nouveau. Bah, croisons les et il a raison, Linkin, croisons les doigts pour que ce que tu dis soit vrai, Capu, c'est vrai. Mais le problème, Capu, c'est que s'ils font que la course qu'avec une seule voiture, ils vont pas récupérer énormément de data. C'est ça le problème. Et encore, là, ils ont fait la course avec aucune voiture, c'est-à-dire qu'ils ont aucune donnée exploitable sauf celle de la course sprint. Et un sprint, Heu, ça donne pas de points ça donne pas d'infos sur le long relais, quoi. bah, si on considère que le sprint est un premier relais de course, si, ça peut quand même te donner un petit peu une perspective. Mais Oui, tu peux faire des ex à partir d'un d'un sprint, oui, tu peux extrapoler les 2 tiers restants, mais c'est que de l'extrapolation et du c'est calcul. C'est c'est pas des vrais chiffres. mmh, c'est exactement ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation de McLaren et puis, il nous reste un dernier sujet à aborder dans ce débrief, c'est, LinkedIn. C'est toi qui vas nous en parler. Rob, peut-être que tu veux dire quelque chose par rapport à McLaren? Parce que c'est vrai qu'on t'a peu entendu là depuis quelques minutes. Honnêtement, je n'ai rien d'autre à rajouter par rapport aux autres. Vous avez déjà assez développé le sujet. Eh ben, formidable. Passons au dernier sujet, de ce débrief avant de reparler de F1 Academy dans quelques minutes. LinkedIn, c'est toi qui m'a demandé à faire ce sujet ce soir. Il n'était pas prévu à la base, mais je l'ai rajouté parce que tu voulais nous en parler ce soir. Euh, on a vu les 2 premiers Grands Prix de la saison. On sait que la nouvelle réglementation moteur, c'est 50% thermique et 50% hybride. On est d'accord là-dessus, Linkin. Mais Ouais, du c'est coup, ça. tu voulais nous parler justement des problèmes de l'hybride dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle réglementation. Dis-nous en plus, ça m'intéresse. Ah bah en fait, ça va être un petit peu simple, c'est-à-dire que la gestion d'énergie, comme elle est de 50-50, eh bien, ils font plus de récupération d'énergie que par rapport à ce qu'il y avait avant, en tout cas. Et en tout cas, le système, il a été beaucoup plus simplifié que par rapport aux anciennes réglementations qu'on a pu avoir, soit entre 2014 ou alors 2017 ou 2022. Enfin. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, l'énergie au freinage est à nouveau, en tout cas, est réutilisée pour
faire de la récupération d'énergie afin de booster, si on veut, au niveau de la putain, je vais arriver à trouver les mots, bordel de merde. Au niveau de la réaccélération. Voilà, ça y est. Seulement, on s'est rendu compte, notamment sur ces deux Grands Prix, et d'ailleurs Jean-Luc Roy, que je vous avais fait un petit peu entendre son propos lors du Grand Prix d'Australie, qui n'a pas mâché ses mots. Hein, vous en conviendrez, puisque je vous avais fait écouter le truc, et même Ludo avait dit qu'il avait raison. C'est que le véritable problème, c'est que cette gestion d'énergie au niveau du train arrière, elle ne peut pas se gérer. Une erreur, ou en tout cas sur le décrochage manuel au niveau d'un pilote, bon bah c'est l'erreur, c'est le pilote qui fait l'erreur. Et ça, malheureusement, il ne peut qu'assumer sa propre responsabilité. Or là, en fait, c'est une partie on va dire, de l'énergie qui d'un coup fait que ça fait décrocher la voiture, un point que le pilote n'a pas le temps de s'en rendre compte. La preuve, Verstappen, il s'est sorti en qualif en Australie. Oscar Piastri, il se loupe de cette même façon, on va dire, sur le tour de formation, exactement sur ce même Grand Prix. Et là, on a un autre gros problème, c'est que on a eu le cas d'Esteban Ocon avec la Haas qui accroche, qui a un contact, on va dire, pas violent avec Franco Colapinto. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous mis la faute juste sur l'erreur d'Esteban. Seulement, je me suis rendu compte, quand j'ai un petit peu réanalysé l'incident, un peu avec différentes caméras, et bien en fait, la voiture commence à décrocher légèrement, un peu de la même façon que ce qu'on a vu en Australie. Et je me dis, tiens, c'est étonnant. Encore une fois, cette gestion d'énergie pose encore aujourd'hui problème. Alors du coup, je veux bien qu'on mette sur la faute d'Esteban qu'il ait fait une erreur de jugement ou quoi que ce soit. Oui, il a fait une erreur de jugement, mais moi, je ne mets pas que sur le compte d'Esteban. Je suis désolé, mais ce souci en fait de récupération d'énergie qui fait au moment de la réaccélération du fait que la voiture décroche d'un coup, moi, ça me pose problème parce que aujourd'hui, eh ben cet aspect de gestion d'énergie que beaucoup de pilotes doivent faire un peu dans différentes phases peut se retourner potentiellement contre lui et faire dire en gros la voiture, bon bah tu prends le pilote comme passager et puis tu te fous dans le mur. Là, je suis franchement moi franchement cette histoire de gestion d'énergie, notamment là sur ce début de Grand Prix en tout cas sur cette nouvelle ère, me pose aujourd'hui énormément de problèmes parce que j'ai peur qu'à un moment donné, ça peut poser un incident qui peut être dramatique. Oui, en fait, tu avais fini, Linkin. En fait, tu poses tu poses quand même quelque chose, c'est vrai, qui est assez intéressant, c'est que le fait qu'on ait changé de réglementation et qu'on ait laissé une plus grande place à l'électrique, tenez, pour vous donner un ordre d'idée, vous savez, quand on avait le KERS dans les années 2010, vous vous souvenez 2009, hein, première année. Voilà, c'est ça. Mais dans les années 2009, 2010, eh ben le KERS, il donnait globalement, pour donner un ordre d'idée, c'était 60, je sais plus, c'est 60 kilowatts, 60 chevaux. Non, c'est 60 chevaux de plus quand on l'utilisait. Tu vois j'avais pas, moi, j'avais, je crois, entendu Christophe Malbranc dire, je crois que c'était dans les 90 chevaux. Un truc comme ça. Rien qu'à Spa, tu prends l'exemple de ce qu'a fait Raikkonen en 2009 avec la Ferrari. Il était, je crois, à près de 80 ou 90 chevaux supplémentaires avec le KERS. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est sur du 50% électrique, l'électrique, je crois, représente 460 chevaux ou un truc comme ça. J'ai plus le chiffre exact, mais il me semble que c'est j'ai cru lire 460 ou dans les 400 ou dans les 450 chevaux. Oui, c'est 5 fois plus.
Aujourd'hui, c'est 5 fois plus qu'un simple Kers. Ouais. Alors que pourtant, on a enlevé le MGU H du moteur, hein, je le rappelle. Et donc, c'est vrai que cette nouvelle réglementation, elle a apporté plein de problèmes au niveau moteur. D'abord, au niveau des turbos, vous avez vu. Au niveau de la recharge d'énergie en bouline droite, qui fait que le pilote reste appuyé à fond, mais sa vitesse, elle baisse quand même parce qu'il faut recharger électriquement. Enfin bref, c'est vrai que Jean-Luc Roy, vous avez fait écouter un extrait, disait que la F1, c'était plus devenu un sport de gestion de l'énergie qu'un sport... Ils imaginez, disent que pour le qu'une Kers, Oui, Valky. donc j'ai là un maximum power boost 100 kW, 80,4 horsepower. Donc 80 chevaux le Kers Ouais, de l'époque. c'est ça. Et là, dans la réglementation actuelle, je crois que l'électrique, ça fait 460. Le moteur fait 1000 chevaux. Si on est à 50-50, techniquement, on doit se rapprocher des 500 chevaux électriques, hein, entre Oui, guillemets, d'équivalent. à peu Tu vois près, ce que oui, je. à peu Oui, près. ça doit être 460 chevaux ou un truc comme ça. Il me semble avoir entendu 460 chevaux. D'avoir lu quelque part 460, mais il faudra revérifier ce chiffre. Mais Après, le Kers, c'était 6,67 secondes de disponibilité. c'est ça, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est pour ça que je dis que cette réglementation, au-delà de la question de l'hybride et l'in-kit, tu as employé un mot qui est très juste, c'est très aléatoire d'une certaine manière. Tu as parlé du côté aléatoire, parce qu'effectivement, il était très inhabituel dans l'ancienne réglementation de voir Max Verstappen se sortir en qualification comme il s'est sorti en Australie. Tu as raison. Et Et pareil pour. même ces deux dernières années, on avait rarement eu de casse moteur. Là, on en a quelques-unes. Bah, on a même carrément des voitures qui prennent même pas le départ. On en est à combien de DNS depuis le début de la saison? Une dizaine. Piastri, ça fait deuxième. Regarde, Et figure-toi qu'on a eu 4 DNS sur ce Grand Prix. On a les deux McLaren et Albon, on a Albon et Bortoleto. exactement, qui sont pas partis. Ça fait 4. Et en Australie, il me semble que les 2 Aston Martin étaient partis ouais, des deux stands. DNS. Et en Australie, on a 2 DNS. Hülkenberg et Piastri. C'est ça. Piastri, puisqu'il s'est Donc, craché dans le tour on est de mise en allé à grille. peu près 8. Entre 8, à peu près 8. Et puis regardez à combien de pilotes on a terminé la course en Chine. À 14 ou 13 pilotes à peine. Donc Bah ça, malheureusement. 13 pilotes. 15. 15. Attends, t'es sûr? Attendez, on va vérifier tout de suite le nombre. Le nombre, il est là. Regardez, et je parle pas. Ouais, on a terminé à 15 pilotes. Pérez étant le dernier pilote en course, Ok. Et à un surtout, tour. Puisque lui, Verstappen Adjar a DN. 8e et Adjar Attends, 8e. Valky. Oui. Non, non, Attends, Valky. non, il peut y aller, Valky. Et Adjar 8e est le dernier dans le tour. Oui, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu ça non plus. Et il termine à 87 secondes en ayant fait un tête à queue en début de course, hein. Et on rappelle qu'il y a quand même eu une safety car après l'abandon de Lance Stroll, hein. Ouais. Donc oui, regardez, il y a 4 DNS et 3 DNF, hein. Les 2 Aston et Max Verstappen. Qui n'est. Et Et En juste, plus, vous voyez que Verstappen n'est pas classé parce qu'il n'a pas fait 90% de la course, hein. 90% de la course, ça faisait 5,6 multiplié par 9. Donc 5,6 multiplié par 9, et ben et vous voulez un fun fact? Un fun. ça fait 50 Ça tours. faisait, Oui, ça faisait, ça faisait, il avait débuté ce même jour en F1 en 2015. le 15 mars 2015, Ouais, c'est sa première course en F1. donc en Australie à Melbourne. Non, en Chine. En week-end, ça faisait 11 ans pile qu'il avait débuté à F1. D'accord. En essai libre.
Ah oui, en tant que pilote essayeur. Ouais, ok. Euh, non, mais c'est pour ça. D'ailleurs, souvenez-vous qu'on parlait la semaine dernière du côté loterie un petit peu de tout ça. On est un peu dedans, Linkin, hein, dans ce côté loterie. Ah ben, carrément, parce que malheureusement, Tu sais même pas si tu vas démarrer la course. Bah, et de toute façon, regarde, même déjà sur les départs, et attends, et c'est pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Vasseur sur. J'ai réussi à recueillir son propos là, dernièrement. Honnêtement, il dit on a beau avoir. La FIA a beau nous avoir dit on va vous mettre 5 secondes de temps de charge de la batterie juste avant qu'on actionne les feux. Mais pardon, mais en fait, ça nous a pas, ça nous a servi en fait à rien. Il l'a dit, hein, Frédéric Vasseur, et je vais pas mentir sur ce qui a été dit. Donc, quand même, si on croit quand même un petit peu les propos du patron de chez Ferrari, bah voilà, j'ai retrouvé son propos, c'est sur GRMF1 que je l'ai. Il fait le changement des 5 secondes et le feu bleu nous ont pas du tout aidé. À un moment donné, ça commence à bien faire. Il y a un an, je suis allé voir la FIA, j'ai mis le doigt sur la procédure de départ pour dire les gars, ce sera difficile. La réponse a été claire. Il fallait concevoir la voiture en conformité avec le règlement, pas modifier le règlement en conformité avec les voitures. Nous avons donc conçu la voiture selon le règlement. Un nouveau changement? Je pense que l'on a déjà eu un énorme changement de réglementation au départ avec l'histoire des 5 secondes, mise en place par la FIA avant le premier GP. Le changement des 5 secondes et de l'histoire du feu bleu ne nous ont pas aidés. Je pense qu'à un moment donné, ça commence à bien faire. Donc, en fait, ce qu'est en train de dire la Frédéric Vasseur vis-à-vis de ce système de recharge au niveau des batteries, même 5 secondes avant les feux bleus, et ben ça sert à rien. Ça sert à rien et ça conforte et on revient sur les propos qu'a dit Jean-Luc Roy dernièrement pour le Grand Prix d'Australie. Moi, personnellement, aujourd'hui, la réglementation, alors on a beau avoir du dépassement un peu sur tout le tableau concernant ce Grand Prix, mais au niveau point terme réglementation sur ce qu'ils ont fait, pour l'instant, ils sont allés mais droit dans le mur. C'est une véritable, c'est une mascarade. Et pourtant, c'est Vasseur qui dit ça, alors que c'est lui et son équipe qui ont le mieux préparé le problème. Ah ouais, mais je suis désolé. Même en ayant préparé ce problème, davantage ce problème, en ayant créé un turbo plus petit avec une réaction beaucoup plus vive que par rapport à toutes les autres écuries, mais je suis désolé. Même eux, ils sont en difficulté. Ça veut dire qu'ils ont, ils se retrouvent avec une limite qu'ils ne pensaient jamais être si proche que ça. Ouais. Donc moi, à un moment donné, va falloir qu'on vienne me dire qu'est-ce que vous comptez faire et est-ce que on va pas passer plutôt à une gestion, un quotient, on va dire, de gestion plus important côté thermique que côté hybride? Moi, je sais pas. En fait, aujourd'hui, on peut tout imaginer avec cette histoire. Et encore une fois, on en revient à Piastri, mais lui qui pensait prendre sa revanche, continuer la legacy de 2025 de McLaren, mais que ce soit lui le champion, ça sent compromis. Ouais, mais là, regarde, je vais te dire très clairement, Valky, quand tu vois comment Mercedes a tellement bien géré son aspect moteur, de façon pour l'écurie usine, moi, je ne serais pas surpris que de voir soit un Russell ou un Antonelli champion du monde cette année. Piastri, malheureusement, là, il a manqué le coche l'année dernière, oui, mais honnêtement, pour 2026, ça sent déjà le chaud, parce que déjà, faire faire 2 DNS de suite. Fondamentalement, ça impacte déjà. Eh bien oui, donc c'est pour ça que moi, ce que j'attends, c'est qu'à partir des 5 semaines qu'on va avoir, c'est que les écuries
Et la FIA, direction de course, on se réunit sur la table en disant mais là votre règlement pour l'instant ça va droit dans le mur. C'est un véritable massacre. Il y a des écuries qui sont peut-être certaines fois plus impactées que d'autres et qu'il faut réfléchir à quelque chose qui va permettre à ce qu'on arrête de jouer constamment avec une gestion d'énergie, qu'on arrête et qu'on retravaille sur des aspects quand même plus techniques. Après, le truc, c'est que comment rééquilibrer, entre guillemets? Alors, Eh juste, mais, excusez-moi les gars, Linkin, tu réponds à la question de Valky et après je voudrais quand même écouter Rob parce que je pense que sinon on a perdu Rob. oui, bien sûr. Non, vous m'avez pas perdu, j'écoute. Non mais alors, Valkyria, je vais te dire, ta question, elle est très intéressante, mais elle est à la fois très complexe. Pourquoi ? Parce que simplement, aujourd'hui, quand on pond un règlement, je suis désolé, mais la FIA, normalement, est censée se creuser la tête, faire un accord commun avec des constructeurs. Ces constructeurs, ils sont représentés aujourd'hui en Formule 1. On a Mercedes, Ferrari, Red Bull, même si on va dire Red Bull, je ne sais pas si c'est véritablement une grande écurie qui, de base, est une marque de boisson énergétique. Voilà. Il y a Red Bull Ford, voilà, oui. Voilà. On a Aston Martin, il y a McLaren, il y a Alpine, on va dire, il y a qui d'autre ? Il y a Williams, enfin, je peux pas tout citer parce que si on perdrait trop de temps. Mais moi, je suis désolé, quand on veut essayer de faire un règlement, alors c'est peut-être plus facile à dire comme ça qu'à faire, mais il faut chaque proposition doit être faire office de test. Si tu veux. Il faut se dire, est-ce que si on fait ça, quel est le problème et qu'est-ce que ça va engendrer derrière ? En fait, il y a toujours des affaires de compromis. Et là, malheureusement, je n'ai pas du tout l'impression que la FIA s'est penchée sur quels sont les inconvénients du à cela. Je n'ai absolument aucune. Moi, j'ai aucune certitude et je me pose très clairement les questions si ça n'a pas été un règlement qui a été fait un peu à la volée. Parce que dire aux motoristes, on gèle les moteurs jusqu'à 2026, c'est une chose, donc vous pouvez concevoir. Mais sur le reste, pardon. Aujourd'hui, je suis peiné de voir tout ça. Après, le truc aussi. Ron, Oui, un avis sur la question ? j'ai le même avec LinkedIn, donc Bon, du coup, Valky, vas-y. Après, le truc, c'est que tu peux pas faire un règlement et le bouleverser en plein cœur de saison. Regarde, je vais pas te mentir, hein. Il se passe que depuis tout ce temps-là, ils vont annoncer des modifications à partir de juin soi-disant pour Mercedes. On impose des règlements qui arrivent un peu plus tôt que prévu. En fait, depuis tout ce temps-là, je crois que depuis l'arrivée de l'ère hybride en 2014, on n'a jamais eu autant de types d'imposition et de bouleversement dans un programme. C'est incroyable. Donc à un moment donné, c'est que si jamais il y a autant, on est quand même à 3-4 bouleversements d'un coup, en peu de temps, on est qu'au mois de mars, on a passé à peine 2 Grands Prix. Excusez-moi, hein. Mais là c'est très inquiétant. C'est vrai. Écoutez, Valentin, tu peux reprendre le fil. je crois qu'on a fait le tour sur ce soutien. Il y a Capucine qui nous disait quelque chose là, un commentaire que je vais prendre maintenant. Peut-être que vous pourrez réagir dessus, messieurs. Aston Martin, ça craint aussi vu leur investissement et leur budget. Alors, Capucine, c'est peut-être moins pire que ce à quoi on s'attendait quand même.
Parce que Aston Martin, on leur promettait l'enfer. Alors effectivement, ils n'ont terminé aucune des 2 courses à laquelle ils ont participé. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'au vu de l'investissement colossal, c'est quand même assez improbable que ça arrive. Mais d'une certaine manière, en termes de temps pur de qualification, ils sont pas à des années-lumière, ils sont à 2 secondes seulement. On pensait qu'ils n'arriveraient jamais à être au-dessous de la barre des 107%. Et pourtant, ils y sont. Vous voyez? Comme quoi, on a peut-être été un peu mauvaise langue. Vous voyez? Mais bon, on est tout à fait conscient, et je pense qu'ils sont tout à fait conscients qu'il reste du travail. Ça va être compliqué de trouver des solutions pour le Grand Prix du Japon qui est dans 10 jours. Mais il faudra trouver des solutions sur la saison. Après, est-ce que Newey est encore l'homme de la situation? Je ne sais pas. Ça, il y a qu'Aston Martin qui le dira. Voilà. Conti, j'adore. Ils ont juste oublié de désactiver le mode vibreur de la voiture. Mais une F1, c'est pas un téléphone mobile, Atlantis. Après, le truc, c'est que tu parles de Newey. Mais que, à la fois, il a le rôle ingénieur, mais le rôle gestion. Comment tu peux faire les deux à la fois? Bah, bonne question, faut lui demander. Pas forcément le rôle gestion qui va prendre le pas sur le côté ingénieur. C'est vrai aussi, hein. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Eh bien, écoutez, on a fini de débriefer ce Grand Prix de F1. Alors, tiens, je vous montre simplement le pilote du jour. Eh ben, le voilà. Bon, sans conteste et sans surprise, hein. Mérité à fond. Mais en plus, c'est Après, bien, on a regardez, il nous donne le classement des 5 au classement du... Mais qui sont les 7% qui ont voté Max Verstappen alors qu'il a abandonné à 11 tours de l'arrivée? À mon avis, c'est 7 néerlandais, c'est On, 7% de néerlandais, ou alors tous les néerlandais on qui veut ont le voté. récompenser pour continuellement défoncer la nouvelle réglementation. après, j'aimerais rajouter un petit texte pour Birman. Oui, Valky, tu voulais parler de Birman. Parce que Birman, il fait quand même la course de sa vie. Et je rappelle qu'Oli Birman est sous le coup d'une suspension, hein, s'il prend encore des points sur sa super licence. Hein. Rappelez-vous. Hein. Deux. S'il perd 2 points, c'est fini Exact. pour le Grand Prix. Donc il finit quand même 5e de la course principale et son Exactement. meilleur résultat à ce jour. Bon, c'est sûr qu'il est à 1 minute des Mercedes, hein. D'accord, mais Au niveau classement, c'est le meilleur des autres. il est 5e, exactement. Il est 5e devant Norris, Norris. devant Gasly, devant Verstappen et devant les 2 Racing Bulls. Et puis surtout, on a fait que deux grands prix en un week-end avec sprint et il est 5e au classement au classement des pilotes. Et puis c'est Je- le seul à avoir apporté des points pour son équipe, hein. Honnêtement, Ocon aurait mérité d'en rapporter aussi. Bah oui, mais il y a cet accrochage avec Franco Colapinto qui le dessert. C'est ça le problème. J'ai l'impression qu'Esteban, il a un problème de confiance, soit avec la voiture, soit avec son équipe Oui. technique, soit avec... Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que ce Après, serait pas plutôt une peur aussi Mais peur de quoi? De quoi il pourrait avoir peur, à ton avis, Rome? Toi qui de ne es plus un... avoir de contrat en F1 l'an prochain? Bah oui, mais justement, ça devrait essayer de le galvaniser un peu en se disant, ouais, j'ai plus rien à perdre, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Ça devrait être En plutôt sachant, l'inverse. malheureusement, on n'est pas dans la tête des pilotes, on ne pourra pas le dire, mais moi je pense plus que c'est ça, qu'il a peur de perdre son contrat en F1. le truc, c'est que il est relativement critique avec la réglementation aussi. Il lui déplaît. C'est vrai aussi. Mais bon, et donc, les 2 seules écuries qui n'ont pas encore marqué de points, c'est Cadillac et Aston Martin, hein, tout simplement. Voilà.
Quelle Bon, sera la première des deux à marquer un point? on peut légitimement penser que ce sera Aston Martin, encore que quoique, s'il y a une course où il n'y a que 6 voitures ou 8 voitures à l'arrivée, Cadillac serait bien capable d'en marquer. Ouais. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix. Alors, c'est vrai que Rome m'a fait penser à quelque chose. On n'a pas noté le Grand Prix d'Australie la dernière fois. On va lui donner une note à notre Grand Prix de. On va lui donner une note, messieurs, à ce Grand Prix de Chine. On lui met combien à ce Grand Prix de Chine? Bah écoute, ça va peut-être vous choquer, mais comme il y a eu Deux. beaucoup de duels un peu dans tous les tableaux, j'avais été très généreux sur le podcast de Sam dimanche en lui mettant un 18,5. Bah je renouvelle ma note. D'accord. Alors, moi, je suis pas trop loin de Linkin. J'ai mis un 20. Oh, Ouf. Ouf, d'accord. Honnêtement. Et toi, Valky? Ah, moi, je mettrais un 16. Non, mais allez, moi je lui mets un 15, mais pour moi ça vaut pas plus, hein. Donc ça fait quoi comme Après, on, moyenne ça? Ça après, fait a 38, posteriori, on peut mettre une note pour l'Australie. A posteriori. ça fait 69,5 divisé par 4, donc 70 divisé par 4, ça fait quelque chose comme 17,5, ça va faire 17,3. Ça Ou- passe. Et C'est Atlantis qui largement vient, mérité. et Atlantis Après, on qui vient peut à 15. Et du coup, pour l'Australie, tiens, remettons une note à l'Australie tant qu'on y est. Allez, 16. 15. ok. de toute façon, l'Australie, il a été animé, mais peut-être pas autant que la Chine. Donc 18, bah allez, si je lui mets, allez, si je lui mets 15, c'est déjà pas mal. 16, 15, 15, et moi je lui mets un Atlantis 60. Allez, je lui mets un 16 aussi parce que tu m'as refait ma soirée, Atlantis. Tu m'as refait ma soirée. Ok. Bon, on passe à la F1 Academy maintenant, puisque c'était la rentrée de la catégorie 100% féminine. Je rappelle qu'on a 2 Françaises dans cette catégorie, Jade Jacquet, la protégée de chez Williams, et nous avons Lisa Billard, la protégée de Gatorade, qui roule pour Art Grand Prix. Eh bien, Lisa a terminé 7e et 8e des 2 courses, 8e de la première, 7e de la deuxième, victoire de Gaidman dans la première et de Emma Felbermayer dans la deuxième. Très bon résultat de Alicia Palmowski et de Peyton Westcott aussi, qui remplace Dorian Pain dans la filière Mercedes. Un peu moins bon peut-être pour Alba Larsen, qui n'a fait qu'une seule entrée dans les points, et la Lloyd qui est un petit peu plus loin, mais bon, ça devrait. Est-ce que vous avez regardé ces courses de F1 Academy? Non. Moi non. J'ai regardé la première course, pas la deuxième. Oh non, Atlantis, j'ai pas le droit. Je peux pas lire cette blague, c'est pas possible. Non, là, Atlantis, là, on est rentré dans du moins. On est rentré dans du moins de 18 ans, là, c'est pas possible. Je peux pas, là, Atlantis, désolé. Je m'occupais de lui, de ce petit Atlantis. Oh non, oh non, oh non, Atlantis. On rappelle que Lisa Attends, je vais Billard. l'engueuler. On rappelle, on rappelle que Lisa Billard, qui était donc, qui avait fait une wild card à Singapour l'année dernière, a donc fait une double rentrée dans les points, et donc ça donne ça donne le classement suivant. Donc Felbermayer est en tête devant Palmowski et Gaidman. Billard est 8e et Jade Jacquet est 16e. Malheureusement, elle a pris une pénalité de 5 places sur la grille du prochain Grand Prix. Ce sera à Montréal.
pour avoir accroché une monoplace, vous savez, dans le virage lent après la ligne droite, là. Elle a freiné trop tard, malheureusement, elle a accroché une de ses coéquipières. Et je me demande si c'est pas Va Dobson qu'elle a accroché. Et donc, par conséquent, elle a pris 5 places de pénalité sur la grille du prochain Grand Prix. À noter que la wildcard de Weishi a quand même fait plutôt des bonnes courses, hein, malgré le fait que ce soit une wildcard qui ne va rouler que sur un Grand Prix. Voilà. On salue quand même la performance de la chinoise. Je rappelle que vous pouvez revoir les courses, hein, sur YouTube, hein, c'est toujours possible, hein, si vous n'avez pas vu. Voilà. Et du côté des constructeurs, du coup, Linky, ton message n'est pas passé. Parce que je pense que c'était une insulte et donc il l'a mis en forme d'étoile. Non, non, c'est pas une insulte que j'ai mis. Je vous rassure, j'avais juste mis Atlantis grillé. Ah bah. Donc, comme je suis pas modo, comme je suis pas modo à cause de ça, je l'ai dans le fiacre. C'est ce qu'on appelle. Voilà, regardez. Merci. Donc, vous voyez le classement des équipes. Rodin devant Campos, devant MP, devant Prema, devant Art, devant Hightech. Voilà. Donc, prochain rendez-vous donc avec la F1 Academy. Je voulais rappeler, pas de Jeddah puisque c'est annulé, mais ce sera à Montréal fin mai sur le circuit Gilles Villeneuve. Bah, si on met en Montréal Canada, hein. Moi, franchement, moi, je comprends pas que des filles elles soient dans des monoplaces, franchement. Oula. Non, Atlantis, mauvaise idée. Le jour où Atlantis débarque en vocal, il va nous faire une blague à tous les sujets, on va plus rien comprendre. Et en fait, ça va devenir le The Pitlane Comedy Club, en fait. On est d'accord? Bah alors là, attention. Hein. Atlantis était déjà venu une fois sur les lives d'Angel avec Ludo, on s'était bien fendu la gueule, je m'en rappelle. Bordel, Oh putain, ouais, je me rappelle. je m'en souviens plus vraiment, mais si vous le dites, c'est que ça devait être épique. Ah mais ouais, on s'est marré parce que j'étais pas encore le clip parfois à cette époque. Mais on s'était bien fendu la gueule, ouais, ça c'est clair. C'est vrai. Bon, en tout cas, nous... Pas encore. Alors, nous, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce week-end en Chine. Le prochain rendez-vous de la Formule 1, ce sera au Japon, au pays du soleil levant. Il faudra encore se lever de bonne heure, hein, pour les séances d'essai pour la course. 7h du matin, le dimanche 29 mars. Voilà. On est ciao, sayonara. Sayonara. Ça va être un Grand Prix ni bon ni mauvais. Non. Tu sors. En espérant Allez bien. Bon, moi je l'approuve. En espérant qu'il n'y ait pas un typhon qui vienne perturber tout ça, hein. On va éviter. Oh non, me rappelle pas Jules Bianchi, s'il te plaît. Bah, un typhon ou un petit fond? Tu peux remonter moins loin que Jules Bianchi, hein. Pierre Gasly en 2022 ou 23 quand il a failli se prendre la voiture. Ouais, 22, ouais. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà. Donc. Voilà. C'était le débrief. À la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. J'ai perdu le contrôle sur cette émission. Vous venez de vous en rendre compte. Le patron n'est plus le patron. Les chroniqueurs deviennent les patrons. Révolution. Non, donc je disais donc, excusez-moi, que donc c'est le Grand Prix du Japon le week-end prochain.
Ce sera un Grand Prix sous le soleil levant. Atlantis. Le vent du Euh, Sud? donc Grand Prix du Japon avec son fameux secteur des S. Je sais pas comment ça va faire pour la recharge de la voiture parce qu'il y a beaucoup de lignes droites, mais le premier secteur, ce ne sont que des virages à moyenne vitesse. Il n'y a guère qu'entre les Degner 1 et 2 et l'épingle qu'on va pouvoir vraiment recharger la batterie et Spoon et la chicane Cassio, mais sinon, autrement, comme dirait Ouais, l'autre, bah, imaginez ce que ça va être à Monaco, hein, dans ce cas, parce que Monaco, c'est pas tout à fait le même type de configuration, mais n'oublions pas que tous les virages qu'on a là-dedans, ça suscite de l'énergie. Hein. Ici, il freinait au 130 R. Pas. Oh là, c'est pas, on parle pas. Attends, si freiner au 130 R, c'est-à-dire avec le phénomène de Pour récupérer l'énergie. non, Freiner au ça 130 R. passera, soit ça passera à fond, soit tu sais, il y aura le phénomène de super clipping au bout de la ligne droite, avant 130 R, tu vois. Putain, ouais. Possible. Mais voilà, donc je sais pas qu'on va pouvoir s'attendre comme course. Bon, ce sera certainement encore une bataille Mercedes-Ferrari, mais parce qu'on risque de voir des premières améliorations à partir de Miami, je pense. Hein. Pour faire à Miami. Donc voilà. Écoutez, messieurs, Une bataille c'était germano-italienne, quoi. oui, globalement, ça va être ça. Hein. Mais tu sais, Ouais. tout le début de la saison, ça va être globalement ça, hein, jusqu'au moins au premier Grand Prix européen à Monaco, hein, globalement. Allez. Les Et bretzels le pari, victoire Hamilton. Ah ouais, t'es comme ça, victoire d'Hamilton. Oui. Qui va gagner au Grand Prix de Chine selon vous, Linkin? En Japon. Japon, pardon. Grand Prix du Japon, ça va être un circuit de châssis, de moteur aussi. Normalement, les Mercedes devraient exceller. Donc, je mise. Allez, je vais être un peu costaud. Je vais remiser sur une victoire d'Antonelli. Ah, un back-to-back d'Antonelli avec peut-être. D'accord. Damien dirait Antonelli. Russell, Joker, Leclerc. Russell, Joker, On Leclerc. n'a pas dit le Joker. Hein. Eh ben, moi, je dirais Leclerc. Ah bah alors là, dis donc, vous êtes très très fort là-dessus. Alors, je voudrais que Rome, c'est bien de les Oui. écrire les blagues, mais t'aurais pu la faire toi-même, la blague, hein, en vocal. C'est quoi? Vas-y, Ouais, mais- lis ta blague maintenant, Rome. Assume. Ok. Pourquoi Tsunoda ne peut pas faire de cheval? Car il est des japonais. Elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Je suis le seul désespéré ou on peut le bannir? Oh, t'es Non. dur. Comme dirait l'autre, il faut laisser sa chance au Alors, produit. je dirais moi podium de Birman. Je suis fou, je sais. Oh, grosse cote. Un podium d'Oliver Biermann. Ce qui serait, je crois, le premier podium de Haas en Formule 1. Oui. Et une deuxième et des points pour Ocon. Ben moi, les gars, je verrais bien un podium d'Adjar. Pas pourquoi. Je le sens. Moi, je miserais. Allez, je vais jouer gros. Des points pour Cadillac. Ouh, alors ça, c'est la grosse cote, ça. Des points pour Cadillac, mais t'es pas devenu un peu fou, toi? Je suis la folie incarnée. Attendez, on sait jamais, il peut y avoir une hécatombe, hein, un accident au milieu du peloton, 10 voitures impliquées, les Cadillacs traversent dans l'air pour éviter, elles passent. C'est bon, hein? Drapeau rouge, il n'y a plus que 10 voitures qui peuvent repartir et c'est bon. Le Ouais. chaos. Voilà. Bon, en tout cas,
pour savoir ce qui va se passer au Grand Prix du Japon, ce sera le week-end du 27, 28 et 29 mars, donc dernier week-end du mois de mars, et ensuite il faudra attendre le 3 avril le 3 mai pour un nouveau Grand Prix, ce sera à Miami. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux, sur X, sur Instagram, sur Twitter en direct, sur YouTube en replay le lendemain du direct Twitch, et puis sur notre Discord aussi. Voilà, pour continuer d'échanger sur la F1. Merci LinkedIn, Valky et Rav d'avoir été avec moi. Merci, Patron. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour le débrief du Grand Prix du Japon. Ce sera le 31 mars, le dernier jour du mois de mars. Et je rappelle que vous savez que le week-end du Grand Prix du Japon, on change d'heure, hein, parce qu'on sera le dernier week-end de mars. Et donc, du coup, on avancera d'une heure. Ça veut dire qu'à 2 heures, il sera 3 heures. Ok. Du coup, ça fera 1 heure de sommeil en moins, c'est clair, mais voilà. Merci, monsieur Météo. De rien. Et puis, on se retrouve le 31 mars pour un nouveau débrief. Salut à tous, ciao. Salut à tous. Voilà Et- tous. Ah, pardon, Ça attendez. va. Et comme dirait à chaque fin de débrief Valky, Voilà. Ça va.